Hélène, 5e épisode. Donc mon vrai père, il attendait quelque part un jour que je l'appelle. Et le dimanche, il m'appelle, il me dit « Je suppose que vous voulez me rencontrer ?» Et je le rencontre dans un café le lendemain. 3, 2, 1. Enfin, mon vrai père. C'est toujours con de dire vrai, faux père, mais celui qui m'a conçu. Tu t'étais pas posé la question avant de savoir qui c'était en fait? Non. Ça ne m'était pas du tout... je savais que j'étais pas biologiquement la fille de mon père Ducharne. C'était clair, il n'y a aucun problème. Et j'avais pas eu la curiosité de le chercher. Et je l'ai revu le lendemain dans un café au Trocadéro. Alors, le souvenir, c'est une couleur. On était dans un bistrot peut-être très doré, tu vois, avec des dorures. Et quand j'arrive, alors je le vois, il était très grand, disons, assez classe. Il était assez classe. Il s'exprimait très bien. Bon, avocat. Très gentil. Ouais. Mais plutôt quelqu'un d'allure, quoi. Et ce qui était génial, c'est la ressemblance, en fait. C'est que je lui ressemble énormément. Tu vois, j'ai des longs ongles. Dans ma famille, personne n'a ces ongles-là. Hein. Et ils ont tous des ongles courts. Et moi, petite, je disais, mais c'est marrant, pourquoi j'ai ces ongles-là? Mais tu vois, et quand j'ai vu mon père, quand j'ai vu ses mains, il a ses ongles. Je me suis dit, ah bah ouais, c'est lui. Et lui s'appelle Michel. Et mon deuxième prénom, c'est Michel. La première fois où je le vois, je pars sur mon histoire d'écrire un truc sur ma mère. Voilà. Donc, je voulais bien confirmer qu'elle avait bien travaillé pour lui et tout. On est une table de café, ça je me souviens. On parle sans du tout évoquer la paternité. Et je lui laisse un petit mot, je me souviens très bien, une petite feuille avec mon numéro de téléphone, en lui disant, si vous souhaitez me revoir ou me rappeler, voilà mon numéro. Et il me rappelle 3 jours après, en larmes. Et là, au téléphone, il me dit, je sais que je suis votre père, je veux vous revoir, vous m'avez bouleversée, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et là, en gros, là, je pars sur mon truc, attention. Ok, on se voit, c'est super de se retrouver et tout, mais on reste quand même chacun chez soi. Moi, j'avais 28 ans à l'époque, hein, donc j'étais quand même une adulte. Donc voilà, pour bien lui faire comprendre que je ne serais pas sa fille. Alors, je lui ai serré la main, je l'ai vouvoyé, ça c'est quelque chose qu'il a toujours voulu que je tutoie, mais pour moi, le vouvoiement, c'était un respect aussi, et puis une distance. J'ai toujours souhaité, et ça c'était très sincère, ne pas déranger mon père dans sa vie. Je n'ai rien revendiqué. Ni un repas dominical, ni un héritage, ni une place dans cette fratrie, ni une reconnaissance. Ça a été toujours très important pour moi de lui dire, et ça je lui ai dit la première fois que je l'ai vu, et j'ai maintenu ça. Moi, je vous rencontre par curiosité, pour mettre un visage sur ce père. Je ne cherche rien non plus vraiment à plus que ça. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, il va croire que je veux de l'argent. J'ai tout de suite voulu le rassurer là-dessus. Et puis, il venait, je te dis, déjeuner avec moi. Donc, et je crois que il me semble que c'était les jeudis qu'on déjeunait ensemble. Et il m'offrait un déjeuner. Et il voulait toujours me donner de l'argent. Et je lui dis... Alors, des fois, quand j'étais vraiment fauchée, je t'avoue, j'acceptais. Mais sinon, je lui disais, non, j'aimerais que vous m'offriez, ça me ferait super plaisir, un parfum à mon anniversaire, ça serait top. Et il m'offrait toujours un très beau parfum, enfin Chanel ou je sais pas quoi, un parfum que je ne m'offrais pas. C'est un peu comme un amant, j'ai l'impression. Oui, alors après, je disais toujours ça, c'est que c'était un peu clandestin, parce que lui, il n'en parlait pas à sa femme. C'est le rendez-vous un peu, c'est le truc caché, quoi. Non, il était plutôt dans le secret, mais après, je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même, jusqu'où... Parce que moi, j'ai complètement accepté qu'il n'en parle pas à sa femme, pas à ses enfants.
Et quelque part, c'est vrai que j'ai reproduit un peu ce que faisait ma mère, en fait. Sans coucher avec lui, évidemment. Mais ce rendez-vous secret, comme ça, enfin, ouais, c'est marrant. Et donc, voilà, il m'a raconté sa vie. Je lui racontais la mienne. Puis bon, voilà. Puis je sais pas, on parlait du quotidien. Moi, j'ai parlé... Je me souviens que je lui parlais de mes histoires d'amour aussi, de mon travail. Lui, il me parlait de sa vie avec sa femme, de ses enfants. Mais quelque part, c'est marrant parce que comme si tu étais proche d'un inconnu total. Je sais pas comment te dire. Et en même temps, on a toujours été dans un rapport très simple. Et est-ce qu'il y avait de l'amour entre vous? Alors, non. Enfin, moi, je pense pas. Alors, de l'amour, après, il y a eu beaucoup d'affection, en fait. Mais je lui avais dit avec ma mère, est-ce qu'il y a eu de l'amour entre ma mère et vous? Et il me dit, non, vous avez été l'enfant du désir, mais pas de l'amour. Mais alors, c'est marrant parce que je me souviens très bien petite m'imaginer une famille. Je sais pas si toi, t'as fait ça. Je me projetais une famille idéale. Et quand j'ai rencontré mon vrai père, il aurait pu correspondre à cette famille. Lui, il était avocat, il avait plein de blé, il a eu des enfants super, qui ont fait des grandes études, brillants, intelligents, tout ça. Donc, ils sont mes demi-frères et sœurs au final. Ça m'a toujours fait rire, en fait, de me dire, tiens, c'est marrant, tu projetais un truc qui aurait pu être réel. Et quand j'ai rencontré mon père, je me suis toujours dit, je suis tombée un peu chez les bidochons, mais avec ma mère. Et c'était drôle, quoi. C'est marrant de quel côté de la barrière je suis tombée, en fait. Attends, je regarde. C'est ton téléphone. Ah oui, je vais regarder, attends. T'as des messages? Ouais, plein. Alors il faudrait qu'on revienne un peu en arrière. À partir de la mort de ta mère, ça a été quoi ta vie? Donc, j'ai un peu erré. Donc, je suis restée quelques mois sans rien faire du tout. Et je me suis inscrite un peu forcée à la fac d'histoire jusqu'au moment où j'ai décidé d'arriver à Paris et de prendre un appartement. Et là, il fallait que je trouve un moyen de travailler. Et j'ai arpenté la rue de la Roquette. Je suis tombée au théâtre de la Bastille où ils cherchaient une ouvreuse. Donc, j'ai commencé immédiatement dans ce théâtre, le soir même, en tant qu'ouvreuse. Et je me souviens, c'était vraiment une période dorée, quoi. Et là, donc, j'étais greffée, je vivais en couple avec Renaud, avec qui je suis restée 8 ans. Donc, voilà, je travaillais, j'allais à la fac le matin. J'étais standardiste, à l'accueil le soir. Voilà, et après, je suis restée à travailler là-bas 4 ans. Mon métier, maintenant, c'est attaché de presse dans un théâtre. C'est mon travail. Quelle aurait été ma vie si j'avais été élevée par cet homme Enfin, qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais été élevée du côté de la veine? C'est drôle de se dire que des fois, voilà, tout ça ne tient qu'à un fil. Mais oui, j'aurais peut-être eu plus d'argent, j'aurais peut-être pas eu cette maladie, j'aurais peut-être fait des longues études. Mais c'est vraiment le film La vie est un long fleuve tranquille, quoi. Tout ce chambardement émotionnel, de retrouver un vrai père, tout ça, on en fait des films, on raconte des livres là-dessus. Enfin, c'est une thématique quand même assez forte. Et des fois, je me dis, au final, moi, j'ai pas eu l'impression que ça m'ait modifiée fondamentalement. En même temps, j'étais contente de le connaître. Mais c'était beaucoup moins romantique que ce qu'on peut raconter. Tu vois, les grandes embrassades ou les grandes retrouvailles et tout. Moi, j'ai jamais eu ça. Et en même temps, il m'a jamais élevée. Et ça, c'est irremplaçable, en fait. D'ailleurs, à sa mort, il n'y a pas eu quoi que ce soit sur moi. À suivre.